effectivement de rendre compte de la réalité que les musulmans d'Europe ont à pouvoir, à partir des textes scripturaires, donc le Coran ou la tradition prophétique, élaborer et essayer de résoudre des questions qui effectivement sont suscitées dans un environnement majoritairement non musulman, avec des questions effectivement liées à la dimension de l'éthique au niveau des finances, au niveau médical, au niveau également du rapport à l'art, au niveau de l'esthétique. Et le travail du professeur Tariq Ramadan, dans son ouvrage donc, Réforme radicale, est un ouvrage qui nécessite effectivement une vulgarisation pour pouvoir comprendre les enjeux qu'il essaye de soulever et essayer de trouver comme solution. Donc voilà, vous avez la possibilité, on aura la possibilité de faire des préinscriptions également à la pause. Il y aura donc un stand pour ceux et celles qui voudraient s'inscrire. C'est le samedi toute la journée, à partir de 9h30 jusqu'à 17h30, avec bien entendu une pause. Et ce sera également, normalement, fait tous les samedis. Que nous remercions, bien entendu, assez chaleureusement, puisqu'elle nous accueille depuis près de 15 ans. Et tout particulièrement, je tiens à remercier Madame Delval, qui est la secrétaire qui s'occupe de nous depuis plus de 15 ans. Donc en votre nom et au nom de toute l'équipe d'Européenne Muslim Moteur, je tenais donc à la remercier. Alors sans plus attendre également, j'avais l'intention de vous informer que demain à Charleroi, il y a également une conférence débat entre le professeur Tariq Ramadan et Alain Grèche. Mais j'ai reçu des informations qui me disent qu'il n'y a plus de place. Donc pour ceux qui devaient s'y rendre, normalement il y avait des pré-réservations. Et j'ai eu un responsable, moi, par téléphone, qui m'a dit qu'ils sont déjà à plus de 150 personnes au-delà de la capacité de la salle. Donc effectivement, les événements de Tunisie, des événements en Égypte ont sûrement rassemblé les consciences des uns et des autres. Mais apparemment, il n'y a plus de place pour ceux qui voudraient y aller, sauf les personnes qui ont réservé, bien entendu. Alors le titre de la conférence de demain, c'était Israël, danger pour la paix mondiale. Débat entre Alain Grèche et Tariq Ramadan. Et également la présentation du livre d'Alain Grèche, qui a écrit dernièrement un ouvrage qui s'intitule vous avez 2 secondes. Donc un ouvrage qui s'intitule De quoi la Palestine est-elle devenue le nom? Donc Alain Grèche, De quoi la Palestine est-elle le nom? Donc demain à Charleroi, mais apparemment il n'y a déjà plus de place. Alors j'attends qu'on me dise si le professeur Tariq Ramadan et Madame Somdet sont arrivés. Je ne sais pas si on peut me signaler si les 2 intervenants sont déjà là. Il semble qu'ils ont du retard tous les 2. Alors il faut que je note, au-delà de ça, je vais également vous parler de Juste Cause. Vous avez reçu tous un petit dépliant. Vous avez tous reçu ce dépliant, oui ou non? Non? Il y en a quelques-uns ici, c'est ça. Donc c'est un dépliant qui vous informe sur une action que nous menons également depuis quelques années. Nous avons créé une ASBL qui s'appelle Juste Cause. Alors Juste Cause, les déterminants de cette ASBL, c'est de défendre effectivement à travers la réalité du fait que pour avoir une parole libre aujourd'hui en Europe, pas seulement nécessairement au-delà du monde occidental, pour avoir une parole libre, il faut passer parfois par la justice. Et notamment, on a pu défendre une série de personnes interdites pour X ou Y raison, suscitées par des interdictions de salle, par exemple en France. C'était une mode à un moment donné d'interdire à des conférenciers, notamment le professeur Tariq Ramadan, François Burga et d'autres professeurs, des interdictions de salle pour Y raison, très souvent liées à la dimension d'attitude, entre guillemets, contre le discours qui allait être tenu, parce que c'était des conférences autour de la réalité au Proche-Orient, notamment la question palestinienne et israélienne. Alors, Juste Cause, pour l'instant, nous sommes, et si vous avez pu lire le petit dépliant, on est en train de soutenir une action suite à l'éviction de manière, on va dire, arbitraire du professeur Tariq Ramadan de l'université de Rotterdam. Et il y a une action qui est menée en justice. Et ce sont 2 actions qui coûtent pas mal d'argent. On a déjà récolté 1/5 de cette somme. Nous sommes à peu près à plus de 10 000 euros. La dernière fois, nous avons récolté ici, lors de la dernière conférence, à peu près 335 euros. Donc il faudrait faire un effort, les Belges.
bon, les Français de lendemain matin ont fait pratiquement x10, c'est à plus de 3 000 euros. C'est vrai qu'on est en fin de mois, c'est très souvent le cas des stratégies d'organisation des conférences. Il faudrait les faire en début de mois, quand les personnes ont encore un compte bancaire assez au-delà de la ligne de flottaison. Donc s'il vous plaît, vous avez la possibilité de faire un don aujourd'hui. Il y a une caisse qui va circuler peut-être durant la pause, peut-être déjà maintenant. Vous avez la possibilité de faire, voilà, la caisse est là, c'est une caisse noire. Mais sachez qu'elle a pour ambition de lever les injustices. Et vous avez la possibilité, si ce n'est pas le cas ce soir, de le faire à travers un paiement sécurisé. Alors le site, pour l'instant, Juste Cause n'a pas encore de site, mais nous avons la possibilité de vous envoyer au site du professeur Tariq Ramadan, www.tariqramadan.com, et vous avez un kit, donc un encadré dans le site du professeur Tariq Ramadan. Non, mais c'est bien, ça permet de... Oui, vas-y. Donc là, j'ai récupéré... C'est un internaute qui a fait ce petit spot à partir des éléments qu'on lui a donnés. C'est un spot pour le soutien de Juste Cause. Sont dans le dépliant. Les informations qui s'y trouvaient, notamment le lien avec le site tariqramadan.com, Juste Cause. Vous avez la possibilité de faire un paiement sécurisé et je pense qu'on est dans l'air du temps, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas ce soir effectivement à faire don. Alors on dit souvent que 1 euro, 50 cents, c'est toujours ça le prix. Je veux dire qu'il n'y a pas de petite somme quand on pose une action contre une injustice. Et pour pouvoir encore avoir une parole libre aujourd'hui aussi en Occident et en Europe en particulier. Donc n'hésitez pas à soutenir Juste Cause et sachez que votre soutien est les seuls déterminants, les seules actions qu'on pourra mener dans l'avenir si effectivement les choses continuent à s'envenimer comme on peut le voir dans certaines régions, notamment surtout en France. Parce que dernièrement encore j'étais avec un des responsables de Juste Cause sur Roubaix. Et ils ont quelques problèmes également d'interdiction de salle pour des motifs liés notamment à leur propre engagement sur la question du boycott suite à l'action de BDS et l'action de boycott par rapport à l'État d'Israël sur la question du fait qu'aujourd'hui l'État d'Israël mène une politique d'apartheid et que plusieurs personnalités, notamment Ken Loach, qui est un réalisateur, un cinéaste, a également soutenu cette action. Vous avez également dans le monde de la variété, j'appelle ça, c'est celle qui faisait le taxi. Vanessa Paradis. Ben voilà, il y en a encore une. Donc Vanessa Paradis qui a également soutenu, qui soutient cette action de BDS, qui est un boycott sur la question vis-à-vis de tout ce qui provient notamment des territoires occupés au niveau d'une économie illégale. Vous avez un site très intéressant, www.bds
france.org qui vous permet d'avoir toutes les informations et notamment un texte très clair sur le fait que l'action de boycott est une action légale avec des arguments liés à des juristes et également des actions qui ont pu être menées en France. Donc vous avez la possibilité également d'aller sur pourlapalestine.be, qui est également un site, une série d'associations sur Charleroi, plus de 25 associations, je ne me trompe pas. Donc www.pourlapalestine.be également. Donc voilà, je ne sais pas si on peut me dire si les invités sont là ou pas encore. Merci. Alors, je comprends rien. La lumière. La lumière. Non, l'autre. Ouais, c'est bon. Si vous avez des questions. Donc, la thématique de ce soir, avant que les invités arrivent, donc je déjà fait la présentation, on a choisi de discuter aujourd'hui dans cette première partie d'un thème générique qui s'intitule l'Europe face au défi de la diversité. Alors effectivement, on a pris ce thème parce que dernièrement, en 2008, l'Europe est sortie avec un livre blanc, que je vous conseille d'aller lire, qui est dans le site du Conseil de l'Europe, qui est un document très riche en matière de réflexion sur effectivement comment l'Europe perçoit aujourd'hui la présence de la diversité en Europe. Il y a énormément de questions qui se posent. Dernièrement, il y a eu un sondage ISOP Le Monde entre la France et l'Allemagne qui décrivait à travers une série de questions que effectivement la présence des musulmans devient de plus en plus question de recul identitaire à partir des autochtones. Il y a une question par exemple sur la dimension de pensez-vous que la présence des musulmans est une menace pour l'identité du pays? On parlait de la France et de l'Allemagne. Plus de 60% considéraient effectivement que la présence des musulmans en Europe est une menace pour l'identité locale, l'identité nationale. Ce sont des questions quand même qui ressortent d'un sondage sur deux grands pays dont la France a pratiquement 7 millions de musulmans, l'Allemagne 5 millions de musulmans. Donc ce ne sont pas des questions périphériques, ce sont des questions au centre de l'avenir de l'Europe. Donc les défis que nous devons chacun et chacune d'entre nous relever pour faire de l'Europe ce qui est décrit, une Europe également de la diversité, une Europe qui assume cette diversité. C'est pourquoi donc le thème de ce soir s'articule autour de ces questions-là. Et le but d'European Muslim Network, c'est un groupe de réflexion qui, effectivement, dans les milieux, dans les sphères, les tours d'ivoire, moi je les appelle, au niveau des hémisphères, des hémicycles européens, on discute beaucoup de choses, mais très peu de choses redescendent sur le terrain du citoyen, entre guillemets, qui ne serait pas nécessairement lié au questionnement que se posent les grands gouvernements. Et donc, je vous conseille vivement d'aller lire sur le site du Conseil de l'Europe, vous avez un lien en tapant sur le moteur de recherche livre blanc, sur le dialogue interculturel, vivre ensemble dans l'égale dignité, qui date de juin 2008. Et dans ce rapport, il y a une série de questions, et notamment, comment répondre à la diversité? Quelle est votre vision de la société de demain? S'agit-il d'une société où les individus vivront dans des communautés séparées, caractérisées au mieux par la coexistence de majorité et de minorité? C'est un des termes qu'on entend de plus en plus. Majorité face à la minorité, cette minorité face à la majorité. Donc de coexistence de majorité et de minorité, aux droits et responsabilités différenciées, une sorte de droits différenciés par rapport à la réalité des uns et des autres. On verra ça avec l'intervention du professeur Fobles sur le rapport des recommandations dégagées par les assises de l'interculturalité, le pourquoi de sa présence, puisque c'est une réalité locale, nationale, d'un pays européen qui effectivement se pose les mêmes questions, la question d'identité. On a vu le discours de Mme Merkel suivi du discours du ministre faisant fonction, c'est ça, depuis 249 jours. On a battu le record, il faut quand même signaler, d'un pays sans gouvernement, un triste record, puisqu'il était détenu par l'Irak. Donc, juste après le discours de Mme Merkel qui pointe du doigt le problème de l'échec de l'intégration et pointe également le fait que l'islam, dans une façon de le dire, était nécessairement un des éléments de cette non-intégration peut-être. Le terme avait suivi en disant effectivement le même constat. Alors, est-ce qu'effectivement on est dans cette coexistence de majorité et de minorité aux droits et responsabilités différenciées, vaguement reliées entre elles par l'ignorance mutuelle et les stéréotypes? Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas vaccinés les uns et les autres.
que ce soit la minorité vis-à-vis de la majorité ou de la majorité vis-à-vis de la minorité, ou au contraire, nous représentons, nous, une société dynamique et ouverte, exempte de toute discrimination et profitable à tous, qui privilégiera l'intégration de tous les individus, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux. Alors le Conseil de l'Europe croit que le respect et la promotion de la diversité culturelle sur la base de valeurs qui sont le fondement de l'organisation sont des conditions essentielles du développement de sociétés fondées sur la solidarité. Alors la démarche interculturelle offre un modèle de gestion de la diversité culturelle. Alors une des conclusions donc, de ce livre blanc, c'est qu'effectivement il faut dégager une culture de l'interculturalité à travers toute une série de sphères, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau également du secteur privé, que ce soit de manière générale dans la société, dans ces différentes composantes. Il propose une conception reposant sur la dignité humaine. Et ça, c'est un des points fondamentaux sur le rapport à l'autre. On a le souci de l'éthique de l'autre à travers, effectivement, respecter sa dignité, quel qu'il soit. Et les mouvements que vous avez vus à travers le monde arabe, je crois que ce qui est dit en Tunisie, ce qui a été dit en Égypte, ce qui est dit pour l'instant au Bahreïn, ce qui est dit également en Libye et à travers tout le monde arabe, c'est cette question de dignité, de liberté et de justice sociale pour tous. S'il faut construire une identité européenne, celle-ci doit reposer sur des valeurs fondamentales partagées, c'est-à-dire le respect de notre patrimoine commun et de la diversité culturelle, ainsi que le respect de la dignité de chacun et de chacune. Voilà. Ça, c'était mon texte de présentation. J'espère que les conférenciers sont présents. On me signale que oui. Donc, je vous remercie de votre patience. On a pris un petit peu, voire beaucoup de retard. On est à 19h24. Donc, je demande à Madame Robles et au professeur Tarek Ramadan de rejoindre l'estrade. Je vous remercie. L'Université de Bruxelles et également à l'Université d'Anvers. C'est ça? Très bien. J'ai bien fait. Elle est avocate honoraire de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Elle étudie la situation juridique des allochtones et est reconnue mondialement. Marie-Claire Robles a déjà publié de nombreux ouvrages et 2 monographies sur les problèmes des musulmans dans la société occidentale. Ces travaux lui ont valu en 2004 le prix Francky qui distingue bien entendu une distinction scientifique la plus importante en Belgique. Elle a écrit dernièrement un livre en partenariat avec un co-auteur, Jean-Yves Carlier, qui s'intitule Le Code marocain de la famille, qui est publié aux éditions Brelan. Et il décrit les incidences au regard du droit international privé en Europe, donc la réalité du code marocain, donc la Moudawana, le code marocain de la famille. L'ouvrage est un commentaire donc, du code marocain de la famille. Donc il est encore disponible dans les bonnes librairies. Donc je vous cède tout de suite la parole, en espérant donc, suite au thème qu'on vous a proposé, d'essayer d'intervenir et de veiller à cerner les enjeux que suscite la diversité culturelle en Europe, et plus particulièrement en Belgique, notamment à travers les conclusions dégagées lors des assises de l'interculturalité. Voilà, je vous cède la parole. Bonsoir. Inutile de vous dire que je suis honorée, impressionnée et reconnaissante d'être ici ce soir et de pouvoir prendre la parole avant. Tariq avait été, c'est connu, je crois, Tariq, encore il y a 1 an, dans le cadre des travaux du Conseil de l'Europe sur les accommodements raisonnables, et j'en parlerai brièvement encore ce soir. Je crois que mon temps-parole est limité à vous. Je me fais comprendre jusque... Non, pas du tout. Je me fais mieux comprendre. Troisième tentative. C'est un peu moins confortable, mais on verra. Je crois que mon temps de parole est un temps de parole de approximativement 20 minutes. Je voudrais surtout apporter un témoignage et partager avec vous une expérience récente que nous avons faite. Je dis nous, c'est un groupe d'une petite trentaine de personnes qui avait été en fait encouragées dans le cadre d'un mandat qui nous avait été donné par le gouvernement fédéral, encouragés à réfléchir sur les rapports entre communautés en Belgique.
Et je vais être très brève. C'était en fait un mandat qui nous avait été donné 5 ans après qu'avait été publié le rapport de la Commission du dialogue interculturel. Certains peut-être se rappelleront ce rapport qui finalement n'avait pas mené une longue vie, à savoir qu'il n'avait pas eu de suivi. Et le gouvernement fédéral avait en fait donné mandat à cette trentaine de personnes que nous étions un groupe de voir ce qu'il en était, à savoir est-ce qu'il restait de ce rapport des recommandations qu'il fallait reprendre ou est-ce qu'il y avait des nouveaux besoins, des nouvelles réalités dans notre société dont il faudrait tenir compte et si oui, sous forme de quelles recommandations nous les coulerions alors en 2010-2011. C'était donc en quelque sorte un triple mandat. Nous ne nous connaissions pas. Le groupe était constitué d'une manière qui était plus ou moins équilibrée, francophone, néerlandophone, femmes, hommes, d'audience convictionnelle, non convictionnelle. Et puis on a, je dirais, parcouru un long chemin. Et je voudrais vous parler un tout petit peu des résultats de ce chemin. Nous avons déposé en novembre 2010 un rapport qui contient 69 recommandations. Alors bien évidemment, il est exclu de parler de ces 69 recommandations ici. Je voudrais juste résumer ce rapport et en insistant beaucoup sur les choses, je crois, qui me tiennent à cœur de dire face à une audience aussi importante et aussi prometteuse que la vôtre. Je le ferai sous forme de 4 points. Je vais d'abord identifier les idées fortes de ce rapport. Il y en a 4. Et puis, je passerai peut-être en revue les 3 points de vue qui se sont trouvés autour de la table et qui ont été d'une part un atout et d'autre part un défi. Parce que c'était 3 points de vue très différents sur la société que nous sommes et il fallait faire avec. On ne pouvait pas ignorer ces points de vue. Donc, on a dû nécessairement chercher des compromis. Je crois que c'était toute la richesse de cette recherche qui n'a pas été facile, mais finalement, je crois qu'on est tous très fiers de ce qu'on a pu déposer. Alors, qu'est-ce qu'on a déposé? Comme je disais, 69 recommandations, on a choisi nous-mêmes 8 recommandations qu'on a nommées des recommandations phares, en sachant très bien que c'était probablement des recommandations qui avaient suscité débat dans la société, alors autant faire nous-mêmes la sélection, et on les a mis en exergue. Et très brièvement, j'esquisserai ce que sont ces 8 recommandations. Et j'en terminerai par simplement une invitation à réduire les choses à leur juste proportion. Et par cela, je ne veux pas dire banaliser ou relativiser, mais voir les enjeux et en parler au bon niveau. Mais j'y viendrai dans ma conclusion. Très brièvement, quelles étaient les 4 idées fortes de ce rapport? En fait, on a dit ce rapport, il y a une bombe, on met une bombe sur la société, vous êtes tout à fait irréaliste. Je crois qu'il ne contient pas beaucoup d'idées très révolutionnaires, car ce rapport, c'est surtout un rappel à tout ce qu'on peut déjà faire avec les lois dont nous disposons. Première idée forte, on a une panoplie d'instruments qui permettent de mener la lutte contre les discriminations de toutes sortes. Et donc la première idée forte, c'est de dire, se rappeler ces instruments et les mettre en pratique. La seconde idée forte, c'est il est vrai, les instruments non-discrimination ou anti-discrimination parfois ne suffisent pas. Et à ce moment-là, il ne faut surtout pas abdiquer, mais il faut se demander comment on peut les peaufiner, comment on peut les mieux adapter aux besoins de la société. Et nous avons avancé, mais elles ne sont pas neuves. On connaît ces techniques, mais nous sommes simplement rappelés ces techniques. Première technique de peaufinement, je dirais de sophistication du combat contre les discriminations, c'est d'aller identifier les poches dans la société où des franges de la population sont systématiquement absentes, notamment sur le marché du travail, alors que ça n'a pas lien lié avec leur diplôme ou un manque de connaissances linguistiques. On pourrait donc y voir une preuve de discrimination structurelle. Parce qu'on a dit, il faut aller identifier ces poches, et ça se fait sous forme de ce qu'on nomme des monitorings socio-économiques. On sait que ce n'est pas évident, on sait qu'il se pose des problèmes de données de personnes, de vie privée, mais on peut, moyennant une recherche adaptée, mettre en route l'instrument du monitoring socio-économique. Alors qu'est-ce que nous faisons dans le rapport? De dire qu'il faut le faire. Second instrument de sophistication de la lutte contre les discriminations, c'est de passer carrément au quota. On l'a fait pour les femmes, c'est-à-dire que si les instruments classiques ne suffisent pas, il faut peut-être se donner un peu plus d'ambition et dire qu'on va parler en termes de pourcentage. Et de dire, par exemple, qu'une frange de la population a identifié, mais parce qu'elle est absente dans un secteur du marché, du travail par exemple, il faudrait mettre en œuvre des quotas de sorte à ce que cette frange-là, dans 5 ans, dans 10 ans, soit représentée au prorata de sa
présence dans la société. Donc, ce que vous connaissez sous forme de quota, on a simplement rappelé ça dans le rapport, dans la mesure du possible, pourquoi ne pas mettre une priorité sur les quotas. D'autres instruments, ce sont les instruments qui nous viennent d'autres pays, où on a déjà des expérimentations beaucoup plus, je dirais, fines que nous à ce propos. Ce sont ce qu'on nomme les ajustements négociés ou les accommodements raisonnables. À savoir qu'à un certain moment, il se peut qu'une personne soit limitée dans les possibilités de se mettre, par exemple, en position pour un poste sur le marché du travail, parce qu'elle doit conjuguer avec ce que nous nommerions des restrictions qui sont peut-être liées à sa conviction religieuse. On a initié la technique des accommodements raisonnables pour les personnes physiquement handicapées. Et là, on a pour une évidence qu'à ce moment-là, l'accommodement, la responsabilité de l'adaptation est du côté de la société majoritaire et que la limite, c'est le raisonnable. Mais on a comme une évidence pris, comme démarche, que l'adaptation fait partie de notre devoir vis-à-vis de ce groupe-là. Et nous tirons une parallèle de dire on devrait peut-être aussi tenir compte d'autres conditions que les personnes vivent pour elles-mêmes comme primordiales dans leur vie parce que liées à leur identité et que la limite sera là aussi le raisonnable. Je donnerai peut-être 2 ou 3 exemples tout de suite. Là aussi, pas nouveau, mais nous avons simplement rappelé que cette technique, elle est là, elle est déjà mise en pratique ici et là, et qu'il faudrait peut-être plus y réfléchir comme un devoir de responsabilité de la part de la majorité vis-à-vis des minorités. Et 4e aspect de cette espèce de recherche de sophistication de la lutte contre les discriminations, ce sont ce qu'on nomme les trajectoires d'accompagnement. Par exemple, à l'université, on le met en place, nous l'avons fait à Leuven, nous le faisons à Anvers, ce n'est pas suffisant, mais ça peut aider les jeunes qui n'ont pas, je dirais, cette accoutumance à la culture universitaire de se faire accompagner par des étudiants un peu plus âgés qui sont et qui partagent avec eux une culture, une religion. Je ne dis pas qu'ils se font prendre par la main, mais ils se font en quelque sorte aider par un aîné, parrainé par un aidé, tutoré par un aidé, mentoré par un aidé, par un aîné. C'est ce qu'on nomme l'accompagnement dans une trajectoire un peu plus individuelle. 4 techniques toutes simples, on ne les a pas inventées, mais elles permettent de manière très efficace de mener beaucoup plus, je dirais, de manière systématique le combat contre les discriminations. 4e idée forte, elle va de soi, sans suivi, aucun rapport n'a de sens. On peut soumettre 69 recommandations, on peut en mettre 600 à la réflexion, il faut un suivi. Et donc on a insisté beaucoup sur la responsabilisation du politique par rapport à un rapport qui demande à être suivi. Et 4e idée forte, et je crois qu'elle me tient beaucoup à cœur parce qu'elle a été finalement possible uniquement parce que nous étions nous-mêmes un groupe très diversifié, c'est que si on veut former société, il faut se reconnaître dans nos divergences et dans notre diversité, mais il faut oser aussi pouvoir partager symboliquement des moments, des espaces, des symboles, des étendards. Et nous en avons lancé quelques idées. Une idée, c'est de peut-être revoir notre propre histoire, que dans les peut-être curriculums scolaires, on pourrait être un peu plus sensible pour ce qui concerne la mémoire que nous avons de certaines périodes et que les jeunes issus de minorités ont de la même période, mais le vivant de manière très différente. Revoir notre passé pour mieux s'engager dans l'avenir. Un autre moment symbolique sont les jours fériés. Il faudra peut-être réagencer nos jours fériés pour pouvoir oser poser des moments communs que nous partageons véritablement et qui sont donc des choix que nous faisons pour un avenir partagé symboliquement. Je crois que c'était les 4 idées fortes. Les 2 premières ne sont pas très nouvelles. La 3e, le suivi, elle est évidente. La 4e, je suis très fière. Je crois que nous devons aller de l'avant en osant poser des gestes symboliques avec lesquels tous nous nous identifions. Mon second point, c'était les 3 positions autour de la table qui ont été très difficiles à, je dirais, se faire trouver. Une première position est la position de dire que toute restriction à la liberté, notamment religieuse, est une discrimination. Toute restriction. Vous voyez jusqu'à ça mène très facilement dans un débat, notamment par rapport aux symboles religieux. Si toute limitation est vécue comme discriminatoire, on est très vite dans un débat sur toutes les mesures prises jusqu'à présent sont discriminatoires. L'autre position est tout à fait à l'opposé. C'est de vouloir prendre ou
bénéficier de cette difficulté que nous avons pour le moment à former société pour plaider radicalement pour une neutralité qui n'est pas fonctionnelle, mais qui est idéologique, c'est-à-dire l'espace public doit devenir radicalement neutre. Plus d'expression identitaire, pas d'expression culturelle, dès le moment où nous sommes dans un espace public. C'était l'autre position avec laquelle il a fallu conjuguer. La troisième position, qui est, je crois, la seule réaliste, c'est de dire que nous devons absolument vouloir mener des politiques inclusives. Inclusive, ça veut dire avec optimalisation des possibilités de participer pour tous dans notre société, mais avec le respect de la diversité. C'est-à-dire qu'il faut faire avec la diversité, mais en formulant la liberté non comme des libertés absolues. Et c'est là que se pose la difficulté. Si la liberté n'est pas absolue, ça veut dire qu'il faut la mettre en balance. Il faut la poser à la lumière d'autres valeurs. Il faut éventuellement poser des balises qui sont des limites à la liberté. Mais où sont ces balises et comment les définir? Et je crois que c'est là tout le travail que nous avons fait. Nous étions, comme je disais, une petite trentaine. Et puis finalement, nous n'étions plus que 22. Où ont disparu les 8? Je crois, et si je suis très sincère, c'est que cet exercice de recherche d'un compromis n'est pas évident. Et qu'à un certain moment, une personne peut être tout à fait honnête avec elle-même en disant « Je ne peux pas m'avancer plus dans ce compromis, car je me sens ici la représentante d'une obédience, d'une conviction, d'une militance qui ne va pas accepter que j'ai cheminé vers quelque chose avec laquelle elle ne pourra pas s'identifier. » Et je crois que c'est plus honnête à ce moment-là d'abandonner que de continuer et d'être chaque fois forcé de ne pas pouvoir souscrire à l'exercice. Donc nous avons terminé, nous étions 22, et quand certains ont lu le rapport, ils ont cru que nous avons passé un petit temps sur Mars. En disant, mais vous êtes des extraterrestres, vous ne pensez quand même pas que ce rapport va être pris au sérieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois effectivement que nous avons mené un exercice qui n'est pas souvent mené dans notre société. C'est que très souvent, on reste au sein de son obédience, on reste au sein de son mouvement syndical, on reste au sein de son parti politique, et on ne va pas dans le sens du compromis. Quoi? Parce que le programme ne le permet pas. La législature ne le permet pas. Votre conviction ne vous le permet pas. Et donc, c'est vrai, on a mené un exercice un petit peu absurde pour certains, qui est de passer outre les clivages pour aller de l'avant. Et nous avons voulu aller de l'avant et le formuler de la manière la plus concrète possible. Et de là, cette idée d'avancer des recommandations très concrètes. Ce sera mon troisième point, qui est quelles sont donc ces recommandations phares que nous avons formulées, sachant à l'avance que c'est celle-là qui allait être critiquée ou qui allait être ridiculisée. Parce que c'est très facile de ridiculiser ce avec quoi on ne s'identifie pas. C'est très populiste par ailleurs. Alors, deux de ces recommandations, je les ai déjà mentionnées. Un, les monitoring. Allons-y, fonçons, rien ne nous empêche d'essayer de les utiliser. Deux, les quotas. Pourquoi pas? Allons-y, essayons au moins. Donc voilà deux recommandations des 8. Alors, je m'attarderai un peu plus longtemps sur les recommandations qui me tiennent particulièrement à cœur, parce que c'est vrai, on commence à un exercice de réflexion et on ne sait pas où on aboutit. Le foulard à l'école, donc les symboles religieux à l'école. On est, nous en Flandre, et partie francophone du pays, face à une réalité qui est que la tendance est à l'interdit. De plus en plus, même si on sait qu'il y a la liberté religieuse, mais au nom de toutes sortes d'arguments, on va de plus en plus faire un interdit catégorique. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons simplement réfléchi. Qu'est-ce qu'on permet de faire à des jeunes, à l'âge de l'adolescence, dans d'autres domaines du droit? Des domaines où nous jugeons que les adolescents peuvent pour eux-mêmes savoir où ils en sont. Je pense notamment aux relations sexuelles. Nous estimons qu'un jeune à 16 ans peut pour lui ou pour elle-même savoir si oui ou non il a des relations sexuelles. Nous donnons aux jeunes l'autonomie de la décision qu'ils prend à ce sujet. Il y a bien sûr des limites, mais le principe c'est l'autonomie. L'autonomie aussi, nous la donnons aux jeunes en matière judiciaire. Lorsqu'il y a conflit conjugal entre les parents, on sollicite l'avis du jeune en se disant qu'il sait très bien où est son intérêt. Il voit aussi la situation. Et ce n'est pas qu'on va tenir compte de son avis, mais on est obligé de solliciter son avis pour éventuellement en tenir compte. Donc, on donne aux jeunes un pouvoir de décision.
on lui fait confiance. La semaine où nous négocions nos compromis à ce propos-là, il y avait plusieurs propositions parlementaires qui avaient été soumises en se demandant si on ne pouvait pas non plus donner aux jeunes l'autonomie de sa décision en matière de vie et de mort dans le cadre de l'euthanasie. Ça veut dire qu'on donne vraiment à ces jeunes cette autonomie que nous jugeons qu'ils sont capables de prendre à leur poids en matière de conviction religieuse. Tout à coup, ils ne seraient pas capables. Alors nous avons tiré la parallèle, mais nous avons posé la balise. Et la balise, nous avons été la chercher dans le cycle scolaire, en se disant, posé en termes d'âge, rapidement dans une classe vers 16-17 ans, pas tous les jeunes ont le même âge. Et donc, on a posé la limite pour les 2 dernières années du cycle de secondaire. Et on a simplement dit, là, c'est le principe de la liberté qui doit prévaloir. C'est l'autonomie du jeune qui doit prévaloir. C'est vrai, cette liberté ne sera pas absolue. Il peut se poser des situations où, effectivement, il faut éventuellement penser à une restriction. Restriction qui pourrait être simplement de la sécurité. Quand des jeunes doivent travailler avec des machines, qu'elles sont dans des laboratoires ou autres, il y a des limites objectives qu'on peut parfaitement imaginer. Mais le principe sera la liberté. On verra. Certains nous ont dit, vous n'aboutirez pas, vous ne connaissez pas la réalité, vous ne savez pas de quoi vous parlez, et d'autres nous ont dit, et pourquoi encore cette limite d'âge? Le département enseignement de la communauté flamande, pour le moment, réfléchit, et c'est en fait très très loin déjà engagé dans la piste du principe de la liberté. Si ça devait mener à quelque chose, mon Dieu, que ce serait bien que nous l'ayons au moins tenté sous forme de compromis. Le signe convictionnel pour les fonctionnaires dans le service public. Alors, quelle est la réalité? Je ne peux parler que de la réalité en Flandre pour la connaître mieux que dans la partie francophone du pays, mais je crois que là aussi, la réalité, c'est l'interdit. Que reste-t-il à ce moment-là? Et c'est l'interdit au nom de la neutralité du service public. Alors, c'est faire, je dirais, injustice à notre histoire, car la neutralité du service public, elle est fonctionnelle. À savoir que ce qui importe, c'est que le fonctionnaire rende le même service à tous et ne fasse pas lui-même œuvre de préférence en fonction d'une conviction que l'État n'a pas, mais que lui peut avoir. Il a aussi sa liberté religieuse. Et donc, notre, raisonnement a été de dire honorer la liberté religieuse du fonctionnaire aussi longtemps que cela ne soit pas au détriment de la neutralité du service qu'il rend. Et l'absurdité qui est de dire que cette liberté, il peut l'avoir du moment qu'il n'est pas visible et qu'il ne peut pas l'avoir du moment qu'on peut le voir derrière son guichet, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de condescendant, c'est quelque chose d'humiliant et qui pose des restrictions absurdes à la personne qui, de ce fait-là, se voit interdire un certain nombre de postes dans la fonction publique. Mais il faut rester réaliste. Nous sommes un pays qui doit aussi se préparer à cette nouvelle réalité et nous avons été chercher la balise ailleurs. Nous avons été la chercher dans la fonction d'autorité sur la personne. Le fonctionnaire qui a une autorité sur une autre personne, c'est-à-dire qu'il peut rédiger un procès-verbal, c'est-à-dire qu'il peut sanctionner la personne, c'est peut-être aussi qu'il peut simplement prononcer un jugement exécutoire, un magistrat, un policier, un militaire, en fonction de ce souci de la neutralité du service public. Nous avons dit que pour le moment, probablement dans la société belge, il vaut mieux interdire l'expression de la conviction religieuse du fonctionnaire ou du magistrat dès lors qu'il a position d'autorité. Dans d'autres pays, le compromis est formulé d'une autre manière. Quand on pense en Grande-Bretagne, les policières portent, elles, si elles le désirent, le foulard. La restriction est d'ailleurs. Ce foulard aura la couleur de l'uniforme. Voilà une autre manière, je dirais, de formuler les balises et de formuler les compromis. Il me reste 5 minutes, je précise. Alors, je vais peut-être passer outre le détail sur ce que nous avons également formulé en matière de sanction du négationnisme. On pourrait y revenir dans le débat pour m'arrêter à cette proposition qui a été beaucoup débattue, c'est le réagencement des jours fériés. Alors, qu'avons-nous fait? Pour faire bref, on dispose de 10 jours fériés. Et les jours fériés sont des jours de congés payés. Ça veut dire qu'à charge du système, payé et financé par l'employeur, nous ne devons pas aller travailler. Et nous sommes là tous à être tenus ou à être quelque part liés par un même agenda,
qui sont ces 10 jours fériés qui nous viennent de l'histoire. Comme nous le savons, l'histoire, elle change. Notre société a changé. Pourquoi ne pas non plus reformuler les jours fériés en fonction de cette nouvelle réalité? Alors on a imaginé un compromis, on a gardé 5 jours fériés et on a proposé, on n'enlève à personne un jour férié, mais on a proposé de faire chuter 5 jours fériés dans d'autres catégories. 2 jours fériés vont devenir ce qu'on nomme des jours flottants, c'est-à-dire que l'employé choisit la journée qui, pour lui, pour des motifs peut-être religieux, mais pour d'autres motifs, sont un motif pour ne pas aller travailler, à la différence de la situation actuelle, où à ce moment-là, la personne va prendre un jour de congé non payé. Ce sera un jour férié à charge de l'employeur. Où est la limite? Dans le raisonnable. C'est-à-dire que cette personne devra le faire savoir à son employeur à l'avance, et on devra bien évidemment garantir qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans l'entreprise. Donc ça demande bonne volonté des deux côtés, mais il y a un espace de négociation pour 2 journées sur l'année. Vous me direz, c'est pas assez ambitieux, c'est toujours plus ambitieux que rien du tout. On cherche des compromis. On a laissé 3 jours à la responsabilité des partenaires sociaux qui en Belgique sont compétents pour l'agenda des jours fériés, en leur disant réfléchissez avec nous, vous êtes compétents, nous ne le sommes pas, mais nous aimerions que vous preniez vos responsabilités face à cette nouvelle société et de voir s'il ne faudrait pas aller chercher ces jours de congés communs ailleurs que dans des journées qui, pour les nouvelles minorités, ne signifient rien si ce n'est d'être liées à un calendrier auquel elles n'ont pas de participation historique. Alors, ça a été très mal pris comme proposition. Je ne sais pas s'il en restera quelque chose. Maintenant, la balle, elle est dans le camp, notamment des partenaires sociaux. Est-ce qu'ils vont prendre à cœur? Est-ce qu'ils vont effectivement réfléchir par rapport à cette nouvelle société? On verra. Certains nous ont dit, vous avez été très naïfs. Les jours de congé sont considérés par beaucoup, qu'ils soient liés ou non par les convictions religieuses qui expliquent ces jours fériés, comme un patrimoine social. Est-ce qu'on a été trop loin? Les semaines et les mois prochains nous le diront. Comme je le disais, et je crois que je dois limiter mon temps de parole, les réactions ont été vives, elles ont été très enrichissantes pour nous. Une réaction qui a été, je pense, en tous les cas en Flandre, la réaction la plus souvent répétée, dans votre rapport, il n'y en a que pour les minorités. Les concessions pour la majorité sont beaucoup trop lourdes, beaucoup trop grandes. Nous ne vous suivons pas. Alors, quelles sont les concessions que nous avons demandées à la majorité? Comme je disais, nous ne leur enlevons aucun jour férié. Nous demandons uniquement de se responsabiliser par rapport au choix de ces jours fériés. Mais nous n'enlevons à personne un jour férié. La neutralité du service public. Nous n'avons pas demandé de changer quoi que ce soit à la définition que nous avons toujours donnée jusqu'à présent à la neutralité du service public. Mais nous avons mis en garde de ne pas commencer à lui donner un contenu idéologique dans le seul but d'exclure certaines minorités de la fonction publique. Donc nous avons simplement demandé de rester fonctionnel et de ne pas devenir idéologique dans la manière dont nous concevons la séparation entre l'État et les convictions religieuses. Je crois que la faiblesse de notre rapport, c'est que nous avons en fait tous, les 22 qui ont signé le rapport, partagé un credo. Il est temps de la part de la majorité de faire un geste symbolique, de faire un pas vers les minorités, même si aujourd'hui c'est conçu, comme je le disais, comme un risque. Qu'est-ce qu'on leur doit, ces minorités? On leur doit rien du tout. Elles ne viennent que nous demander des choses. Je crois que si on fait un pas symbolique vers elles, en retour, on aura des minorités beaucoup plus participantes dans notre société et on aura des sociétés qui seront beaucoup plus cohérentes. Et au moins, je crois qu'on aura fait ce pas ensemble. Donc, est-ce qu'on est naïf? Est-ce qu'il faut retourner sur Mars? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Je crois que j'espère que ce rapport sera lu par certains et que beaucoup auront envie d'en faire quelque chose. Et je laisse la parole. Merci au professeur Faiblesse. Nous passons sans tarder à l'intervention du professeur Tariq Ramadan, que je ne présente plus, si ce n'est en disant peut-être, selon le syndrome ou le trouble exceptionnel chez les journalistes français, petit-fils de... rapidement peut-être
Les gens reconnaîtront peut-être le problème réellement de ces journalistes. Donc Tariq Ramadan est professeur à l'Université islamique contemporaine à l'Université d'Oxford. Il est également donc Oriental Institute de St. Anthony College. Il enseigne également à la faculté de théologie d'Oxford. Il est professeur invité au Qatar, faculté d'études islamiques, et au Maroc à Mundiapolis, où il enseigne la philosophie. Il est par ailleurs également senior Richard Fellow, excusez-moi de mon anglais, à l'université de Doshisha, Kyoto au Japon. Donc voilà, on passe sans tarder donc à la deuxième partie de ce que nous proposons par rapport à ce thème générique. Et nous avons demandé au professeur Tariq Ramadan d'essayer de baliser ou de produire des clés pour essayer de comprendre comment effectivement s'inscrire dans les défis, comment relever les défis de cette diversité au niveau européen, de par son expertise, puisqu'il est un peu une sorte de conférencier transnational, trans-européen, puisqu'il dépasse un peu les frontières de tous les pays européens, anglophones, francophones. Il monte également au-delà de ce qu'on appelle le monde de l'oncle Sam, également par rapport à sa réalité, son expertise sur ce qui se passe là-bas. Donc voilà, je vous cède la parole pendant 20 minutes. Merci. Vous m'entendez? Vous m'entendez Oui? Très bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort, de me pencher sur le micro. Ça va, c'est pas mal. Je vais essayer. Comme ça va? D'abord, j'aimerais vraiment vous remercier d'être là et d'avoir partagé avec vous non seulement les termes d'un rapport, mais aussi ce qu'inductivement nous avons à... Pas moi. Ça? Ouais. Depuis que quelqu'un l'a mis, ça fait ça? Est-ce que c'est vraiment un micro, ça? C'est un micro. Alors, là. Bon, on va essayer de garder pendant 20 minutes. Donc, un grand merci pour ces réflexions-là. Et je vais essayer, pour ceux qui me... Oui, c'est mieux. Voilà, je vais essayer, pour ce qui me concerne, peut-être inductivement d'aller de ces constats, des difficultés, de parfois les critiques que l'on a quand on travaille sur le plan légal ou dans le plan du compromis ou de la perception, à inductivement peut-être poser les questions de ce à quoi on aurait à réfléchir ensemble, comme préliminaire même de l'engagement sur un débat qui serait ouvert. Avant cela, j'aimerais, en votre nom à tous, remercier the European Muslim Network de nous permettre de nous retrouver encore, la directrice Malika et puis une administratrice de choc, Sarah, qui font en sorte qu'on soit reçu de cette façon-là. Abdelmajid également, et tout à l'heure viendra aussi nous rejoindre Yacoub Mahi. Je pense qu'il faut saluer le travail de ceux qui, de façon visible ou moins visible, vous permettent chaque fois qu'on se retrouve dans cette salle de pouvoir partager une réflexion et rencontre après rencontre, vous êtes très nombreux, vous êtes présents et fidèles, et j'aimerais aussi saluer votre présence ce soir, en espérant simplement que ce ne soit pas une présence parce que vous voulez célébrer avec votre visiteur égyptien les délices d'une potentielle libération populaire, qui n'est pas gagné encore. À la suite, il faut le ramener et le dire avec force de ce que les Tunisiens ont ouvert comme chantier, et nous les saluons pour avoir fait cela, parce que c'est vraiment quelque chose qui historiquement est très très important, quoi qu'il advienne, quel que soit le futur, on en parlera tout à l'heure, mais un verrou est brisé et il faut, par notre présence aussi de cœur et d'intelligence, saluer ces mouvements populaires et ceux qui les ont mis en branle, les Tunisiens, puis les Égyptiens, et puis on n'aimerait pas que ça s'arrête. Voilà, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc permettez-moi en termes d'introduction, pour aller vite, puisqu'effectivement, comme vous avez pu le voir, il y avait tellement de choses à dire qu'en 20 minutes, on est obligé de tenter des synthèses, parfois des raccourcis, et j'espère que dans le débat, on pourra revenir sur certaines des questions.
La première des choses, c'est quand on parle de l'Europe face aux défis culturels, de la diversité culturelle, ce qu'il faut qu'on dise comme principe fondamental, ce sur quoi il n'y a pas même à discuter, c'est que la diversité culturelle est un fait européen. C'est-à-dire que l'Europe a changé et que la diversité culturelle. Quand on dit diversité culturelle, qu'est-ce que l'on dit? L'on dit que pendant les 50 dernières années, voire le siècle dernier, des femmes et des hommes sont venus d'Afrique, sont venus d'Afrique du Nord, sont venus d'Asie, sont venus de Turquie, même quand on les a considérés comme pas vraiment européens, et ils sont devenus citoyens européens avec, dans leur réalité historique, le statut de citoyen et l'origine d'une mémoire qui était différente à l'homogénéité de la culture telle qu'on la connaissait en Europe. Quelque chose a changé qui est un fait. C'est vrai culturellement comme c'est vrai religieusement. Alors aujourd'hui on parle de la diversité culturelle. Le problème que nous avons terminologiquement, c'est qu'on ne sait pas avec certains acteurs s'ils parlent de culture ou de religion, quand ils parlent de religion ce qu'ils mettent dans la culture, quand ils parlent de culture s'ils ont un problème avec la religion, et si en fait ils ont un problème avec les musulmans ou les arabes, pour ne pas dire les turcs. Mais vous riez, mais c'est vrai, parce que le déplacement du curseur est important. Parce que pour certains, dire islam, ça veut dire j'aime pas les arabes. Et c'est pas nouveau ça, que parfois vous ayez dans le discours populiste le passage de l'un à l'autre. Et donc le racisme qui utiliserait le discours sur le religieux pour ne pas dire qu'il a un problème avec l'ethnicité est aussi une chose qu'il faut déconstruire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'oreille attentive au non-dit de ce qui est dit, et quand c'est dit, il faut l'entendre aussi. D'accord? Donc si vous suivez, le problème ici est important. Donc déjà, c'est une réalité. Et ça, c'est pas du tout acquis. Dans le discours populiste, on l'a eu dans la dernière conférence, souvenez-vous, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le président allemand qui dit l'islam est une réalité allemande. Et c'est une controverse terrible. Il est accusé d'aller trop loin dans le sens de l'acceptation de l'islam. Et à côté de ceci, vous avez Thilo Sarrazin qui écrit un livre et qui dit la présence musulmane en Allemagne diminue l'intelligence du peuple allemand. Vous riez, 1,5 million de ventes de livres. Ça marche. L'un est voué aux gémonies, l'autre fait de l'argent. Et 2 jours de cela, le président français, sachant qu'il marche sur les plates-bandes du Front National, annonce que l'islam va devenir un enjeu des prochaines élections présidentielles. Et là, on est entre le culturel et la religion, c'est pas très bien. Donc il faut de ce point de vue-là, pour ce qui nous concerne en tant que citoyens, clarifier la donnée. Donc ce soir, on parle de la diversité culturelle, et on dit, cette diversité culturelle est un fait, il faut vivre avec, il faut la regarder en face, elle a des exigences. Ça n'est pas simple de vivre ensemble à la lumière de la diversité culturelle. Et tout ce que vous avez mis en évidence, tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est effectivement ça, c'est que c'est difficile ce compromis. Il faut s'exposer, il faut s'ouvrir, il faut essayer de trouver les termes d'accord. Deuxième des choses qui est importante aussi dans le débat, c'est qu'au moment où on commence à discuter de l'Europe face aux défis de la diversité culturelle, il faut avoir la rigueur intellectuelle et méthodologique de dire qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui ne l'est pas. De ne pas culturaliser toutes les questions. Parce que ça aussi, c'est un problème. On ne sait plus très bien de quoi on parle. Quand on est en train, ce qui a été mis en évidence, à des moments donnés, on ne fait pas du tout dans le culturel. On fait dans le socio-économique, dans le statut social, dans la réalité des classes, de la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec la culture. Ce sont des politiques sociales. Mais comme nos partis aujourd'hui n'ont pas forcément de solution au démembrement social de nos sociétés, soumis à des pressions de l'ordre économique qui imposent l'efficacité, excusez-moi, et qui imposent la productivité, eh bien on va déplacer le centre de gravité du débat. Sans politique sociale, développons des débats culturels. Donc il faut savoir, quand on parle de cela, de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Donc ça suppose déjà une vraie démarche, une méthodologie rigoureuse. De quoi parle-t-on? Et ça
à dire que parce que nous avons des problèmes socio-culturels, socio-économiques, et que nous avons des vrais problèmes de classe, des vrais problèmes d'égalité, nous n'avons pas des problèmes culturels? Non. Il y a effectivement des questions culturelles, et souvent on va s'apercevoir d'une intersection entre des populations vivant la paupérisation sociale ajoutée à la distinction culturelle. Et l'un explique l'autre. Donc c'est cette intersection qu'il faut étudier de façon tout à fait précise. Donc nier le culturel est une erreur. Tout culturaliser est une erreur. Trouver l'intersection et la relation entre les deux est une nécessité méthodologique première. Et ça, souvent, nos politiques n'ont pas le temps, juste avant les élections, d'entrer dans des espèces d'articulation un tout petit peu affinées. Vaut mieux dire qu'on a un problème culturel que de dire que nous n'avons pas de politique sociale. C'est aussi simple que ça, malheureusement. C'est simple et c'est grave en même temps. Et le troisième élément que je voulais mettre en évidence, c'est quelle est l'expression aujourd'hui de ce problème. En fait, à mon sens, et je l'ai dit dans l'introduction du livre Mon intime conviction, l'une des émergences de ce problème-là est due à exactement le contraire de ce que le discours ambiant nous dit. Le discours ambiant nous dit, et c'est devenu une mode partout, on vient de la voir, on s'y attendait pas, mais on vient de la voir par David Cameron en Angleterre, qui a dit le multiculturalisme est en train d'échouer. Avant ceci, on avait Angela Merkel qui l'a dit. Avant ceci, les Danois. La France n'arrête pas, il vient de le dire d'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy. Chez vous, c'est aussi une mode. Quand une chose est dite à Paris, on a parfois l'impression que l'écho se fait à Bruxelles, et donc on répète que de ce point de vue-là, ça ne marche pas. Et là, ce qui est important, c'est qu'on revient en arrière et on se dit, mais qu'est-ce qui ne marche pas au fond? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? On est en train de dire, en fait, que historiquement, ces papas et ces mamans qui sont venus de la première génération et que géographiquement on ne voyait pas, socialement on ne voyait pas, ils étaient là, on avait pensé pour une certaine période de temps. On voit leurs enfants sortir. Et quand les enfants sortent du ghetto de l'origine, c'est-à-dire géographique et sociale, et qu'on les voit, tout à coup on a l'impression que cette nouvelle visibilité nous renseigne sur la non-intégration. Mais en fait, c'est le contraire. C'est s'ils étaient encore invisibles qu'il y aurait un vrai problème d'intégration et de ségrégation. Plus ils sont visibles, plus ça veut dire qu'ils sortent. Ça veut dire qu'ils sortent d'un isolement géographique, qu'ils sortent de la non-représentation. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé? Non. Mais le phénomène de la sortie des ghettos sociaux, des ghettos géographiques, de cette non-visibilité fait qu'en fait, l'un des problèmes essentiel, c'est le problème de la visibilité. Depuis qu'on les voit, on ne sait plus qui on est. Et on les voit, c'est majoritairement vous. Vous me suivez? Vos couleurs, vos tenues vestimentaires, vous êtes un peu, pour certains d'entre vous, un peu trop du Sud. Et donc, encore une fois, le culturel et le religieux, on va tout mélanger. Donc, la visibilité est le révélateur d'un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Alors moi, en amont de toute la discussion qui a été présentée, parce que on a été ensemble dans des commissions, je ne sais pas dans combien de groupes de travail je me suis retrouvé, et souvent je me dis, mais en fait, le fait que nous n'arrivions pas forcément à trouver un accord, c'est pas dans les termes de l'accord, c'est dans la perception, la compréhension de l'ensemble du problème. C'est vraiment en amont qu'il faut poser les vrais problèmes, comme je vous l'ai dit, en matière de terminologie, en matière de compréhension. Et je dirais qu'il y a 4 secteurs que je mettrais en évidence comme étant problématiques dans le défi, dans l'état des lieux, avant d'entrer dans les solutions, l'état des lieux, les défis. Premier élément, c'est qu'il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on a un problème d'ignorance et on a un problème de manque de connaissance de ces phénomènes. C'est-à-dire de la culture de l'autre, de la culture, mais je dirais même, et c'est ça qui est le plus déterminant, il faudra qu'on s'en rende compte. Vous savez, je l'ai dit et répété à maintes reprises, quand le pape a dit que les racines de l'Europe étaient grecques et chrétiennes, de mon point de vue, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est pas le dialogue de l'Europe avec les autres cultures, c'est le dialogue de l'Europe avec lui-même, avec sa propre culture, ce que vous avez mis en évidence, un manque de connaissance de soi qui fait qu'on s'identifie dans la peur à quelque chose qui n'est pas nous, en fait. On l'a reconstruit. La reconstruction du passé, donc ça tient à une ignorance de soi, à une ignorance de l'autre, et à un problème réel d'éducation, de ce qui est l'école. Vraiment.
on n'arrivera pas à relever le défi de la diversité culturelle si on ne se pose pas la question de la connaissance de ce que l'on enseigne à ceux qui doivent porter le projet des sociétés plurielles. Dans le livre L'autre en nous, je développe une philosophie du pluralisme. Je dis que l'un des problèmes majeurs, c'est d'avoir perdu dans nos enseignements 4 dimensions. La connaissance de l'histoire, la connaissance des religions, la connaissance de la philosophie et la connaissance des arts. Les arts comme un élément déterminant de l'imaginaire de soi et de l'autre, l'histoire parce que c'est une nécessité de là où on vient, où l'on va, et puis la dimension fondamentale des philosophies, des questionnements philosophiques et des réponses religieuses que certains peuvent avoir. Et c'est pas du tout du catéchisme, c'est de la connaissance fondamentale. Ceux qui confondent enseignement de la religion avec catéchisme, ce sont ceux qui ont peur de n'importe quelle présence du religieux dans la société. Mais qu'ils le veuillent ou non, c'est un fait, elle existe. On n'éradique pas le religieux par un coup de baguette magique rationnelle ou rationaliste. Il serait d'ailleurs magique et déjà religieux en soi, donc on ne peut pas le faire. Non, parce que certains ont un rapport tout à fait magique à la rationalité. On dit oui, il y a de la religion là-dedans. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est déterminant, c'est le racisme. C'est-à-dire que l'un des éléments du défi de la diversité culturelle, et c'est pas nouveau, c'est un racisme qui se traduit sous diverses formes. On l'a connu, on le connaît, on le sait. Le racisme anti-noir est une réalité. Le racisme anti-arabe est une réalité. Le racisme culturel est une réalité. Et donc, ce racisme-là, il existe. Et il ne faut pas éviter de regarder les choses en face. Des racistes existent. Et encore une fois, quand je dis ceci, je le dis dans la responsabilité partagée, parce que les racistes ne sont pas forcément comme blancs. Il y a des racistes arabes, il y a des racistes turcs, il y a des racistes asiatiques, enfin, il y a des racistes de toutes les couleurs. Donc le racisme existe. Troisième élément qui est important, ce sont les discriminations, ce que vous avez mis en évidence et qui est vrai sur différents domaines. Nous avons affaire, la diversité culturelle, c'est aussi de faire face. Quand on a des citoyens qui ont un même statut, mais des discriminations qui sont liées à autre chose que leur statut, ça peut être sur la couleur, ça peut être sur le genre, ça peut être entre femmes ou hommes, ça peut être entre... Tout ça existe. Et les discriminations, c'est la conséquence d'un racisme qui peut être structurel. Oui, quand la discrimination existe, c'est aussi qu'on a intégré des paramètres. Raison pour laquelle, mais c'est tellement vrai. Mais quand vous faites un pas en arrière, et vous vous dites, vous vous rendez compte, qu'est-ce que nous dit d'elle-même une société qui vous dit que quand vous envoyez un CV, il ne faut pas mettre votre nom? Qu'est-ce qu'elle dit d'elle-même, cette société? D'abord, elle dit qu'elle a affaire à des êtres humains. Et que les êtres humains, quand ils voient un nom, Abdallah, comme en Égypte, quand quelqu'un en Égypte voit et a vu, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu dans ma famille, quelqu'un me dire, moi quand je vois sur le nom Christian, c'est Christian. Non, je dis ceci parce qu'il faut être capable d'être critique quant à soi. Nous sommes tous potentiellement capables de ça, de voir les nôtres avant les autres. Donc ça c'est un troisième élément, la discrimination. Un quatrième élément, je n'ai pas de minutes, hein, c'est juste. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Le quatrième élément, donc l'ignorance, l'éducation, le racisme, et qui peut être structurel, la discrimination, et le quatrième élément, c'est la représentation. Ce que je voulais dire, la visibilité dans la rue fait peur, mais le manque de représentation dans différentes sphères entretient justement la non-représentation de la réalité sociale. Regardez-vous dans cette salle et regardez dans différents domaines, la télévision, vos journalistes, ceux qui présentent, l'absence de la diversité culturelle dans les espaces de représentation populaire, les médias de représentation, ça, et même parmi les enseignants. Vous allez voir que dans beaucoup d'écoles colorées, les enseignements le sont beaucoup moins. Ça change, mais c'est un vrai problème. Parce que l'enseignant, il a un rôle de modèle. Quand l'enseignant est toujours plus blanc que vous l'êtes, et qu'il n'y a pas tellement d'enseignants aussi basanés que vous l'êtes, d'un point de vue culturel, c'est un vrai travail de distance par rapport à la représentation sociale. Et dans les médias, c'est pareil. Et je crois que ce problème de représentation dans les espaces de représentation, vous savez, quand vous êtes visible dans la rue,
le phénomène de transfert de visibilité dans les médias est complètement différent. Quand vous voyez des gens qui viennent de différentes cultures, de différentes dans les espaces de légitimité, de prendre la parole, quelqu'un qui passe à la télévision, un journaliste, un intellectuel, un sportif, il transforme dans le paysage de la représentation légitime la propre perception qu'on a de soi. Et ça, c'est une importance capitale, beaucoup plus que ce que l'on croit. Psychologiquement, ça a un énorme impact. Donc voilà les 4 problèmes que l'on a, les 4 sphères sur lesquelles il faut faire un travail. Et donc, avec ceci, ayant vu cela, quel type de solution on peut amener? Et donc là, ce sera en même temps ma conclusion. C'est effectivement commencer, en voyant ces 4 chantiers, de refuser de culturaliser tous les problèmes. La deuxième des choses, c'est qu'on commence aussi par exactement, inductivement, ce qui a été mis en évidence dans le rapport, c'est qu'il y a une loi, il y a un cadre légal sur lequel il faut s'appuyer. Il est le même pour tous les citoyens. Alors à des moments donnés, il faut s'entendre, il faut comprendre les termes de la loi. Parce qu'une loi, elle est un texte, mais sa marge d'interprétation est toujours liée à des compromis possibles. On ne lit pas la loi de la même façon, et donc, ce que vous avez mis en évidence, l'état d'esprit dans lequel on rentre dans les compromis vient de la façon dont on lit la loi à la lumière de la façon dont on comprend sa société. Donc c'est complexe, c'est pas évident. Il ne suffit pas d'un article de loi pour avoir gagné. Il faut travailler l'interprétation du texte à la compréhension de la société sur laquelle ce texte va s'appliquer, sur laquelle le texte va s'appliquer. Donc là, on est sur... Il faut entrer par cette porte-là, le point commun de la loi, le point commun du cadre légal qui fait que nous sommes tous des citoyens à être traités égalitairement. C'est très important de commencer par cela. La loi nous dit égalité absolue de chacun, femme et homme, devant la loi. La négociation peut venir, mais avec ce présupposé-là. Pas d'acceptation de statut minoritaire d'un point de vue légal, même s'il y a on peut imaginer, on peut reconnaître ce que vous avez dit, des minorités culturelles. Moi, je n'aime pas tellement entrer dans ce débat-là. Je préfère commencer par la dimension de ce qui nous est commun et de le comprendre de cette façon-là. Et puis, le troisième point qui est important, c'est de comprendre que nous avons des responsabilités partagées. Alors moi, j'entends bien ce que vous venez de dire, la responsabilité de la majorité. Mais moi, j'ai aussi envie de me retourner vers la responsabilité de ceux qu'on présente comme des minoritaires. Et de sortir de cette idée qu'on est l'objet des perceptions d'autrui pour devenir les sujets de notre histoire. C'est-à-dire des sujets citoyens. Et ça, je ne cesse de le répéter, c'est une chose complètement différente. Ne jamais laisser autrui faire de nous l'objet de sa construction, mais nous décider que nous sommes les sujets de cette participation, des sujets. C'est-à-dire que nous avons une voix, nous avons quelque chose à dire et que nous sommes partie prenante. Mais ça, c'est une grande responsabilité. Ça interdit la passivité. Ça interdit de blâmer. Ça interdit d'observer et de se plaindre en permanence. C'est une détermination du sujet qui dit, dans le cadre de la loi, à la lumière de ce qui est culturel et en connaissant ce qui ne l'est pas, il y a des positions à prendre et des avancées à faire. Et donc, comment on devient sujet? C'est en entrant dans ces 4 chantiers. Alors je termine en disant ceci. Le premier des chantiers, c'est celui pour moi de l'école, comme je l'ai dit. Et dans celui de l'école, vous l'avez dit, c'est une de vos propositions, parmi les propositions, il y a vraiment un travail à faire sur les programmes d'enseignement. Qu'est-ce que l'on enseigne? Dans la question de l'histoire, il y a vraiment... Mais c'est une responsabilité majeure. On ne peut pas gagner le défi de la pluralité culturelle si on ne revoit pas nos programmes d'enseignement, des mémoires, de l'histoire et des cultures. C'est déterminant. Pour plusieurs raisons, pas simplement pour dire des bonnes choses sur les Arabes d'Afrique, mais même pour soi, pour l'Europe, pour savoir d'où l'on vient, cette espèce d'amnésie sélective qui a construit une Europe autour d'une homogénéité culturelle qui n'a jamais existé que quand de mauvais livres, des livres sélectifs, arbitraires, qui ont décidé nous sommes cela par opposition au sud de la Méditerranée. C'est faux, ça n'a jamais été une réalité historique. Il faut que ceci, nous y travaillions. Il faut avoir du courage pour ça. Et il faut avoir du temps et de la connaissance. Donc, le programme, la question de la pensée. Le deuxième élément aussi qui est important, c'est dans notre éducation, c'est l'égalité.
l'égalité dans les potentialités que nous offre l'école. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aujourd'hui avoir une politique scolaire qui soit égalitaire, qui n'est pas d'école de seconde zone. On ne peut pas. Et c'est là où c'est plus culturel, où l'école sort de la question culturelle pour devenir une question de politique sociale. C'est-à-dire, arrêtez de nous bassiner avec des histoires de foulard ou de pas foulard. Arrêtez de poser le problème sur des fausses questions. Les femmes seront libres et déterminées par elles-mêmes comme sujet de leur histoire quand vous aurez en amont donné à ces citoyens des écoles qui les traitent égalitairement. L'égalité produira la neutralité. Mais parler de la neutralité pour parler d'égalité, c'est de la mauvaise politique. C'est de la politique politicienne. C'est gagner les prochaines élections et perdre la prochaine génération. Donc, rapidement, vous voyez, je m'emporte et j'ai encore envie de dire plein de trucs là-dessus. Et puis, la troisième des choses, c'est une vraie politique de mixité sociale, de mixité scolaire. Moi, quand vous me voyez parler comme ça, vous me voyez parler le français d'être engagé. Ça fait 30 ans de ma vie que tous ceux avec qui je parle sont transversaux, c'est-à-dire c'est autant avec vous qu'avec des musulmans, mais ça vient de quoi? Je viens d'où? Je viens d'une école qui a fait, et parce qu'on n'avait pas ce problème-là à l'époque en Suisse, on a été privilégiés, c'est une école de la mixité scolaire. Mais juste, où on était ensemble, où je discutais avec des élèves qui venaient d'autres horizons, mais on m'a toujours respecté dans ce que j'étais, et on m'a toujours appris à écouter ce que les autres avaient à dire. C'est ça la véritable école, une vraie mixité sociale, pas cette espèce de fausse discussion. On est en train de... Mais en même temps, c'est pas un problème uniquement pour les minorités culturelles, c'est un problème pour toute la société belge, pour toutes les sociétés européennes. Donc, ça c'est un premier chantier. Le deuxième chantier, c'est celui du racisme. Et là, vous avez dit une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des lois et que tout n'est pas possible. Il y a des lois qui vous disent on ne peut pas être raciste, on ne peut pas entretenir, il y a des lois et il faut de ce point de vue-là. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet belge ou un sujet européen? C'est quelqu'un, quand on le traite de façon raciste, il met entre lui et le raciste la loi qui dira l'égalité. Il dira je te laisserai pas faire. Mais pas simplement pour moi, c'est pas une question qui me touche moi personnellement. Si tu es un raciste, t'es pas dangereux pour moi, tu es dangereux pour nous tous. Quand le racisme est légalisé, c'est une société qui perd des fondements éthiques et moraux. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant comme une détermination. Et c'est pour ça que vous devenez des sujets, pas comme vous vous laissez faire, mais quand vous mettez la loi sur le marché de l'emploi, les propos racistes, il faut les sanctionner. Les attitudes racistes, il ne faut pas les laisser se propager. Et dire avec force, comme sujet européen, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les racismes. Il n'y a pas l'antisémitisme d'un côté et tous les autres racismes qui seraient... Non, l'antisémitisme est inacceptable, le racisme contre les Noirs est inacceptable, le racisme contre les Arabes c'est inacceptable, le racisme contre les musulmans c'est inacceptable. C'est tout la même chose. Le racisme par définition est inacceptable et nous ne voulons pas de hiérarchie. Ces espèces de jeux sur qui est plus raciste et qu'est-ce qui est plus grave, il n'y a pas de plus grave, c'est grave, point. C'est grave, point. Mais ça, c'est aussi Mais encore une fois, on a ce qu'on mérite. Parce qu'il y en a qui arrivent dans la logique de hiérarchiser ou d'accepter plus facilement. Et il y en a même qui sont en train d'oublier qu'il y a du racisme contre les Noirs dans nos sociétés. Que c'est encore pas facile d'être un Noir qui cherche de l'emploi, musulman ou pas. Simplement, Noir, et quand tu as des cumuls, quand tu es Noir, musulmane, oh là là, oublie. Peut-être maintenant, quand tu es arabe, tu n'as même pas besoin de commencer à y penser pas. Donc, je termine vraiment. Donc, il faut que. Là aussi, la question du racisme est de pouvoir s'y engager. Troisième des chantiers sur les discriminations, c'est là où il faut être présent sur le marché de l'emploi. Et sur le marché de l'emploi, en amont de toutes ces discussions-là, c'est vraiment de dire que le marché de l'emploi aujourd'hui est un marché où il y a de la discrimination réelle pour les femmes, pour les hommes, et que là il faut, alors encore une fois, comment on fait? C'est une vraie question. Vous savez, moi, pendant longtemps, je me suis dit, l'affirmative action, les quotas, comme on en parle,
c'est problématique. J'ai été convaincu par certaines thèses en disant mais on ne va pas y arriver comme ça si on n'entre pas dans ce débat-là, de vraiment pousser certaines représentations, parce que si on veut de la représentation sur le marché de l'emploi, il faut pousser. Donc je suis pour la cessation de la discrimination négative. Ça c'est certain. Mais comment fait-on pour pousser la représentation de certaines minorités culturelles? Il faut qu'on y réfléchisse, et je pense que la question parfois de quotas, de pousser les gens à prendre leurs responsabilités, est une chose qu'il faut travailler. La discrimination à l'habitat, ça c'est des politiques sociales. La non-ségrégation sociale est aussi importante, et là de ce point de vue-là, il faut s'y engager aussi. Dernier chantier, c'est le chantier des perceptions. Et dans le chantier des perceptions, oui, dans le chantier des perceptions, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des domaines où il y a des choses qui ont été gagnées. Dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, il y a des représentations. Mais vous voyez, c'est à la fois intéressant et problématique. Parce que ça donne quand même l'impression, sur le plan de la représentation sociale, que finalement, les Arabes, les Noirs, ils sont bons à chanter et à courir après un ballon. N'auriez pas des représentations comme ceci dans l'artistique et le pas sérieux, quoi, le divertissant. Oui, vous faites gagner une autre équipe de foot et vous chantez bien, parce qu'on sait de toute façon les Noirs par définition, les Arabes courent longtemps, les Noirs dansent bien, et tous ensemble dans le... Mais gardez bien ça en mémoire, des représentations restent. Il faut maintenant une représentation sur le plan intellectuel, sur le plan journalistique, sur le plan de l'enseignement. Il faut que cette visibilité soit de plus en plus là. Des Belges, des Européens d'origine de toutes nos cultures qui soient présents et qui prennent la parole, qu'ils soient une parole intellectuelle, qu'ils soient une parole enseignante, académique, tout ça. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que pendant les 20 dernières années, les choses avancent. On nous sommes loin du compte, mais les choses avancent. Et que ça tient à vous. Ce que vous êtes en train de faire et que vous réalisez. Et il faut vous rendre compte que parfois la peur que vous produisez est un des signes des succès que vous engrangez. Parce que vous êtes de plus en plus visible, ça fait peur, donc il ne faut pas ajouter à la peur, il faut apaiser les peurs et continuer la présence comme sujet et comme engagé dans tous ces débats-là. Et à mon sens, avec tout ceci, on peut aussi entrer ensuite dans des vrais débats de négociation sur comment faire évoluer les choses à l'avenir. Merci. On a largement dépassé le temps. Alors je vous propose la chose suivante, c'est de laisser quand même un échange avec la salle, de prendre quelques questions, de laisser aux deux intervenants de voir quelle est la possibilité de regrouper toute une série de questions et de répondre d'un seul coup. On est d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord. Bonsoir, alors déjà bravo pour votre discours, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a juste une chose que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est à nous maintenant de nous bouger et de faire en sorte qu'on soit représenté. Le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui ont les clés. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple tout bête. Ma petite sœur a fait les études qu'il fallait pour être enseignante en France. Oui, je vais faire court, vous inquiétez pas. Ma petite sœur a fait les études qu'il fallait et manque de bol, à l'écrit elle a réussi, à l'oral ça s'est très bien passé, mais il y a une des personnes du jury qui l'a saquée juste parce qu'elle était d'origine maghrébine, elle n'a pas pu accéder au poste d'enseignante. Et vraiment, elle avait tout de son côté. Dans le domaine artistique, c'est exactement la même chose. Je suis comédienne et humoriste et c'est toujours la même chose. Au moment où on gagne des concours, on a tout de notre côté, tout fonctionne très bien, le public est là, mais arrivé à la finale, c'est toujours les mêmes qui décident. Donc maintenant, je veux bien, même si nous, on se donne tous les moyens pour réussir, si au final, c'est toujours le même qui décide, comment vous voulez qu'un jour on puisse être représenté? Enfin, je sais pas, c'est... Merci. Passez rapidement le micro. Excusez-moi, je voudrais poser une petite question. C'est au sujet d'âge.
Moi, j'ai remarqué une chose dans les événements. J'ai remarqué quelque chose dans les événements. Quand il y a des salles de concert avec des artistes, avec des François, des Jacques, on donne des... excuse-moi. On donne vraiment des salles de luxe. Excuse-moi. C'est bon comme ça? Voilà. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que quand il y a des concerts, des événements avec des gens connus, on leur donne la chance. Mais quand c'est des maghrébins ou des trucs comme ça, on leur donne des petites salles qui soient à l'arrière, vraiment endommagées. Et c'est ça qui est triste. Je vais vous dire une chose, on a tous les mêmes valeurs. Moi, quand j'ai vu l'article 18, franchement, ça m'a donné une larme aux yeux parce qu'on est en Europe, c'est l'intégration, c'est l'évolution. Et la tolérance, ça fait des amis, et le respect, ça change la vie. Et c'est ça que je voulais dire. Voilà, merci. Rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir. Attendez, vous avez parlé de quotas pour intégrer les personnes dans le monde du travail. Je ne sais pas si c'est un peu vicieux d'intégrer les quotas de cette manière, parce qu'en ce sens-là, on donne priorité non pas aux compétences de chacun, mais plutôt à leur proportion dans la société. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu vicieux ça? Très bien. On va laisser également la parole à monsieur. Le micro est en train de remonter. Merci. Merci tout d'abord aux orateurs pour cet exposé brillant. J'avais une question pour Mme Forblès, sur laquelle le professeur Ramadon pourrait rebondir. Vous avez parlé tout à l'heure, c'était intéressant, mais tu n'as pas eu le temps de développer davantage. Mais je pense qu'on vient au cœur du problème, d'imaginer, de créer des symboles communs auxquels les personnes de toutes origines diverses pourraient se retrouver. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples à donner, petit 1, et petit 2, est-ce que pour vous, ces symboles auraient forcément une connotation religieuse ou pas? Et les symboles que vous avez créés comme exemple, est-ce que le professeur Ramadan pourrait s'y retrouver? Merci. Très bien. Merci. Question ici devant. Devant. On va passer une dame. La parité. Bonsoir. Moi, je travaille pour l'emploi. Donc, il y a un bureau de discrimination dans chaque commune, dans le bureau de l'emploi. Pour moi, ce sont des façades, c'est-à-dire que les gens viennent se plaindre de certaines discriminations, que ce soit, que ce soit pas pour leur origine, leur âge, ou voilà. Et on nous donne donc des beaux bureaux, une place. Donc, je veux dire, politiquement, on dit voilà, il y a des bureaux de discrimination, il y a des accompagnements pour les jeunes, il y a ci et ça. Mais nous n'avons pas d'outils. On les conseille, on leur dit voilà, il y a des lois, il y a plein de choses qui existent, qui sont mises sur place. Mais bon, ces gens-là sont déjà fragilisés, sont sans emploi, ils ont besoin de payer un avocat ou un suivi juridique. Donc tout ça est mis sur place, c'est beau, c'est bien beau, mais ils n'ont pas accès. Ils n'arrivent pas vraiment à se défendre. Ou alors, comment prouver la discrimination? Comment prouver que l'employeur nous a virés parce que notre tête ne le revenait pas? Ou le nouveau patron ou responsable qui, arrivant, n'aime pas la tête de madame un-tel, ou monsieur un-tel, ou le poids d'un-tel, ou l'âge d'un-tel. Donc, comment prouver qu'on nous a discriminés à ce niveau-là? Bonsoir, monsieur. Pour savoir si vous savez réfléchir, pouvez-vous nous apporter. Et que pensez-vous de la relation entre les différentes minorités? Parce que quand on parle de la discrimination, on parle toujours des cultures discriminatrices, majoritaires, et la culture discriminée, et donc on se met en relation avec ça. Mais on oublie les relations quotidiennes qu'on a entre toutes les cultures qui sont discriminées. Donc voilà, je voudrais surtout répondre à une question concernant les personnes à mobilité réduite. Quand une personne à mobilité réduite termine sa scolarité à 21 ans,
Je trouve qu'il y a pas mal de possibilités pour les personnes normaux qui n'ont aucun handicap. Ils se plaignent donc comme quoi, voilà, qu'ils sont engagés dans un endroit. Ils se plaignent comme quoi ils sont très mal payés. Ils souhaiteraient avoir plus, mais une personne à mobilité réduite qui postule depuis sa scolarité dans une entreprise de travail adaptée, parce que selon ses capacités, quand il s'intègre dans une entreprise de travail adaptée, que doit-il faire? Depuis sa scolarité, il postule, malgré qu'il va aller terminer ses études, et il ne trouve pas de place encore pour l'instant. J'ai 24 ans, ça fait 5 ans que je termine mes études, je n'ai pas trouvé de place. Et une personne normale qui a aucun handicap, qui a pas mal de possibilités, se plaint. J'aimerais savoir comment se fait-il. Je vous remercie. Donc voilà, on va terminer cette question. Et je crois que c'est difficile de répondre parce que les questions sont tellement essentielles, tellement vastes. Je vais faire de mon mieux. Il y a peut-être, avant de répondre à 2 ou 3 questions, la personne qui parlait des valeurs communes. Un collègue hollandais utilise une expression, je ne sais pas si elle se traduit facilement en français, et je la trouve en fait un défi à notre réflexion. On ne peut pas non plus faire comme si toutes nos valeurs sont communes. Mais il faut investir dans les terrains qui peuvent néanmoins rester ou être communs. Et lui nomme cela nevertheless values. Je ne sais pas comment je traduirais des nevertheless values. Ce sont des valeurs communes, nonobstant les différences, mais sans voir les différences comme un obstacle. C'est vraiment investir dans ce que nous avons néanmoins en commun. Je trouve que c'est une idée à investiguer, c'est quelque chose. Parce qu'il ne faut pas non plus faire comme s'il n'y a que des valeurs communes. Et je pense que cette notion de nevertheless values, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre comme quelque chose de très précieux et à donner un contenu. Alors pour les quotas, que faisons-nous? Est-ce que c'est pas vicieux comme vous dites? Les quotas ont toujours été perçus par n'importe quelle politique comme quelque chose qui n'est pas populaire, qui est très mal pris, parce qu'on va effectivement donner des priorités pour précisément, je dirais, restaurer la balance. On l'a fait pour les femmes, vous avez su combien c'était difficile de mener ce combat. Alors, des manières quand même de garder, je dirais, on disait nous, l'église au milieu du village, c'est-à-dire de tenir compte des sensibilités de ceux qui se sentent menacés par les quotas, c'est de dire que ce ne sera qu'à égalité de compétences, à égalité de diplômes. Et en second ordre, on fera jouer alors des critères. Mais le problème des quotas dans un banc comme le nôtre, c'est que si on pense, et je vais quand même utiliser le terme minorité, si on pense au groupe cible qu'on voudrait vraiment faire bénéficier de ces mesures, c'est très difficile de répertorier ces groupes. Parce que c'est très difficile de les identifier. Pourquoi? Parce que vous perdez très rapidement la trace de ces groupes, à savoir, à travers la nationalité, la plupart de ces personnes possèdent la nationalité belge. Le nom n'est pas nécessairement non plus un indicateur, et donc vous êtes en fait dépendant de la personne elle-même doit être volontaire, oui, qu'on prenne des données de sa personne dans le registre ou dans un inventaire ou un répertoire qui pourra alors faire œuvre de la base de données dont on a besoin. Donc c'est un bon instrument, mais il est en fait très conditionné par un nombre de choses. C'est très difficile d'établir qui sont les personnes dans le groupe cible, encore indépendamment de la non-volonté politique d'utiliser l'instrument. Mais pour être vraiment très concret dans votre souci que ce soit un instrument vicieux parce qu'on ne va pas tenir compte des compétences, c'est toujours formulé à égalité de compétences. En second ordre, on donnera priorité à la femme ou à la personne du groupe cible. Oui. J'ai plus ou moins répondu à votre question. Alors, pour les symboles communs, on pourrait en imaginer beaucoup plus. Nous avons pensé à 3 symboles communs, à savoir qu'est-ce que c'est former communauté. Les jours fériés, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que symboliquement nous permettrait de former société, à savoir on est dispensé d'aller travailler, et avec ça vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez rester dans votre ghetto, mais vous pouvez aussi former société. Donc les jours fériés, on les a vus comme un moment, une option à prendre,
à charge de la société, puisque ce sont des jours fériés payés pour faire des choses ensemble. Ce que la société en verra, on verra, mais d'offrir cet espace commun dans le temps. Un autre symbole, c'est le nom que nous donnons à nos espaces publics. Et c'est là qu'on a fait réfléchir, mais simplement au départ de ce qui déjà chez nous se faisait dans notre pays. Je viens, on a dit que je travaille effectivement à Louvre. On a tout un débat dans la ville de Louvre, si une place tout à fait au centre de la ville, qui est encore appelée la place Foch. Si ce n'était tout de même pas faire outrage. Dans l'histoire, quand on se rappelle peut-être un peu plus correctement que uniquement le rôle héroïque qu'on a donné pendant très longtemps à ce général, le peu de cas qu'il a fait de la vie des militaires qui se sont battus et en fait sur le champ par milliers, par idéal nationaliste, et certains propos qu'il a tenus par rapport à la vie et la mort de ces jeunes gens. Et on se demande si on doit continuer à honorer un homme comme cela. La sensibilité avec le temps a changé. Alors quand on pense à tous les noms que nous avons donnés, parce que c'est un passé colonial que nous partageons, et qui peut-être heurte les personnes parmi nous qui ne partagent pas cette même interprétation de l'histoire coloniale, est-ce qu'il ne faut pas oser remettre en question le nom que nous donnons à l'espace public qui se nomme la rue ou une place? Alors on nous a directement dit, vous voulez qu'on ouvre tous les noms, rue Léopold I, rue Léopold II? Mais non, nous n'avons rien dit du tout. Les noms des rues, c'est une compétence locale, communale. Et donc on va faire dépendre ça d'initiatives de personnes qui peut-être au niveau local disent « moi, ce nom-là meurt profondément. Ma communauté vit dans cette rue et nous vivons très mal ce nom-là ». C'est ça ce qu'on a donné comme autre exemple d'espace. On a le symbole dans le temps, c'est le jour férié. L'espace symbolique, ça peut être la rue. Est-ce que ça doit être à connotation religieuse, c'était votre question? Pas nécessairement. C'est la société qui décidera. Si les partenaires sociaux disent, par exemple, imaginons que les partenaires sociaux aillent chercher inspiration pour un des 3 jours fériés dans une religion minoritaire, ce sera peut-être une grande surprise, c'est pas exclu. Je ne crois pas que ce soit très réaliste de l'imaginer. Mais nous n'avons rien décidé à leur place. Nous avons simplement dit ils ont la compétence et ils pourraient l'utiliser pour donner un autre contenu à ces jours de congé payés par la société. Alors je suis très touchée par tous les témoignages par rapport à la discrimination. Je pense qu'on ne peut pas assez insister sur le fait que chaque témoignage en est un de trop. Mais comment faut-il combattre la discrimination? Parfois, je me dis qu'il y a des mécanismes mis en place dans d'autres pays qui permettent peut-être d'être plus efficaces que nous ne le sommes en Belgique. Et je pense notamment, c'est pas l'idéal, c'est pas la mer à boire et c'est pas l'Eldorado, mais c'est aux Pays-Bas. Ils ont une commission pour l'égalité des chances, de commissie qui est l'Eikbehandeling, et qui en fait fonctionne d'une manière très différente de notre manière de fonctionner que nous avons aussi. Le Centre pour l'égalité des chances, mais qui est en fait un filtre vers une judiciarisation des plaintes. Aux Pays-Bas, ça se passe différemment. Toute personne qui se sent discriminée a le droit d'aller dire à cette commission « je me sens discriminée ». Et la commission examine, sans que cela ne doive mener à un procès, la commission va rendre un avis en disant à la personne oui, ton dossier est un dossier sérieux, tu pourrais éventuellement tenter la chance, ou va en parler à ton syndicat, ou on va t'aider de l'une ou de l'autre manière. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la commission rend public ses avis. Donc, et c'est beaucoup plus clair que ce qu'en Belgique, on ne voit pas cette jurisprudence. Et donc, il est très difficile de dire est-ce qu'on pourrait tirer argument de l'un ou l'autre précédent. Si cette commission aux Pays-Bas rend tous ses avis publics, c'est en fait une espèce d'archive qui peut être très utile pour d'autres personnes qui se reconnaissent dans un cas et qui pourraient utiliser l'argument et qui... Ce n'est pas l'Eldorado, ce n'est pas la solution. Mais parfois, il y a des mécanismes qui rendent beaucoup plus démocratique l'accès aux arguments utiles. C'est ce que je voulais justement dire à propos de... Mais pour le reste, je n'ai pas la réponse aux discriminations. Et je peux que dire, toute discrimination en est une de trop. Je vous remercie infiniment, Madame la Présidente. Simplement, encore une fois, il y a beaucoup de questions et beaucoup de questions sur lesquelles moi je suis d'accord. C'est difficile d'apporter des réponses qui soient toujours satisfaisantes.
Mais première des choses, je pense que quand, dans un pays comme la Belgique, et Dieu sait, c'est que vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte, et moi j'aimerais d'abord saluer votre présence et votre travail, parce que je ne suis pas sûr que vous, en Belgique, vous vous rendiez compte de l'importance d'avoir dans ce travail de déconstruction, d'analyse, de proposition, quelqu'un comme vous. Non mais c'est vrai, parce que je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut arrêter de penser qu'on est seul d'un côté et puis qu'il n'y a personne dans la société, que nous avons plein de femmes et d'hommes qui travaillent dans ce sens-là. Vous avez des personnes qui sont à la pointe et que j'ai vu en commission apporter des expériences extrêmement importantes. Et moi je salue, quand j'entends ce discours-là, c'est là où est l'espoir, c'est qu'il y a possibilité de venir dans ce travail-là et qu'il faut reconnaître la qualité du travail effectué par un certain nombre de nos concitoyens sur le plan légal, sur le plan de la participation, et qu'il faut que nous cessions de nous penser seuls contre des institutions. Il y a plein de femmes et d'hommes qui travaillent sur le droit, font un travail extraordinaire, et ça a beaucoup évolué. Je pense qu'on a tous changé dans ce processus-là, dans ces débats-là. On a tous beaucoup appris. Et donc, je crois qu'il faut que vous rendiez compte de ça. C'est qu'on déjà, l'un des éléments qui nous permet de transformer une société, c'est de savoir quels sont nos alliés dans les processus de transformation, quels sont nos partenaires. Et malheureusement, beaucoup trop souvent, nous nous considérons comme victimes et nous ne savons plus retrouver des partenaires du débat. Et ça, c'est déjà pour moi une des réponses à l'ensemble de ces questionnements que nous avons comment faire. Alors, sur la question des quotas, je comprends votre question et moi-même, j'ai toujours été gêné par rapport à ça. Mais c'est vrai, ce qui a été mis en évidence, et j'insiste, à partir d'un certain moment, à compétences égales, vraiment sur l'analyse des compétences et des parcours, quand on est dans une compétence égale, et quand on a la possibilité de jauger de ces compétences, pousser la représentation de ceux qui sont en termes de genre, les femmes, ou en termes de culture minoritaire ou sous-représentée, poussée dans ce sens-là, c'est une décision qui vient au bout du processus, qui n'induit pas que le processus va être faussé, mais qu'il va y avoir un coup de pouce donné à la diversité dans la représentation, et je suis de plus en plus convaincu qu'il faut que nous allions dans ce sens-là, vraiment. Parce que je ne fais plus confiance aux seules bonnes volontés des décideurs. À partir d'un certain moment, ils sont aussi portés par d'autres considérations. Alors, moi je suis d'accord sur ce témoignage personnel. Quand ceux qui décident n'entendent pas, comment on fait? Eh bien, à partir d'un certain moment, il faut continuer cette lutte, et puis il faut réussir à commencer à prendre des postes de décision. Il faut commencer de plus en plus à s'engager là où des décisions se prennent, et pas simplement, encore une fois, moi vous savez, dans la représentation politique, j'ai oublié tout à l'heure de parler de représentation politique, mais quand on est élu, il faut arrêter d'accepter des postes où l'élu qui vient d'une culture considérée comme minoritaire va s'occuper de ces cultures minoritaires. Il faut qu'il s'occupe de la société, qu'il soit dans la majorité. Il ne faut pas, vous êtes un peu arabe, occupez-vous des arabes, calmez-nous ce monde-là qui est un peu agité. Et donc il y en a beaucoup qui sont contents et qui disent, non, mais c'est vrai, vous ne vous rendez pas compte combien c'est vrai dans toutes les sociétés européennes aujourd'hui. Et donc, il faut aussi comprendre une chose, c'est que la diversité culturelle, c'est le partage du pouvoir, de la décision, pas simplement de la représentation. Et donc il faut aller dans ce sens-là aussi, sans que j'ai une réponse pragmatique, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête. Ça c'est, bon, alors ce que vous avez dit sur les maghrébins, les salles, encore une fois, moi je suis sensible à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'institutions, mais on n'a pas forcément donné aux gens les moyens de ces institutions, ou ces institutions les moyens des objectifs qu'ils devraient avoir. Et donc ça c'est un vrai problème, on est en train de parfois légitimer ou simplement prétendre qu'on traite, alors que finalement on n'est pas très effectif de ce point de vue-là, parce qu'on ne donne pas la possibilité. Alors, je pense que c'est là où c'est important, de là où vous êtes, non pas simplement d'être représentant d'une institution qui accompagne, mais donner la possibilité, travailler sur la conscientisation des clients de ces institutions, pour qu'ils soient équipés intellectuellement. Et moi j'aime beaucoup ceux qui aux États-Unis, dans les milieux afro-américains, et ceux qui, par exemple, en Australie aussi, ceux qui ont travaillé avec les aborigènes, par exemple, en Australie, se sont déplacés de l'institutionnel pour accompagner l'institutionnel
l'institutionnel pour donner à l'institutionnel sa force. Donc il faut bien que nous ayons une institutionnalisation. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut garder les institutions, mais donner aux citoyens les moyens de l'usage de ces institutions. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Mais de là où vous êtes, vous pouvez le faire. De là où c'est un engagement civique, c'est ajouter une forme d'engagement militant à l'institutionnalisation. Et c'est aussi une démarche de rééquilibrage. Il y a une chose qui a été dite et j'aimerais vraiment terminer là-dessus, c'est que ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Malheureusement, ceux qui sont victimes de discrimination font souvent face à la discrimination de façon isolée. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'alliance des discriminés. Et quand on était récemment en Angleterre, on a eu une journée de travail, et il y a des gens qui sont venus, qui disaient, vous savez, ils regardaient les leaders musulmans, ils disent, vous avez un problème. C'est que vous arrivez là, vous êtes en train de nous parler de vos discriminations, vous êtes en train de vous plaindre, on n'aime pas les musulmans, on n'aime pas les arabes, et vous avez complètement, il a utilisé le terme que pourrait traduire en français, vous avez zappé l'histoire de nos propres discriminations en tant que noirs. On a quelque chose à dire et on a à faire ensemble. Et c'est vrai que finalement, la division des discriminés fait qu'il n'y a pas de possibilité de développer de vraies alliances de transformation et de partager les expériences historiques. Si seulement les immigrants musulmans américains savaient se taire un peu et écouter la longue lutte des Afro-Américains aux États-Unis, ils auraient à apprendre. Il faut qu'ils se taisent un peu et qu'ils apprennent et qu'ils lisent, qu'ils fassent des liens. Et ici, c'est la même chose. Il faut que nous développions beaucoup plus de liens entre les personnes qui vivent les mêmes discriminations. Et ça veut dire aussi qu'au même moment où je peux dire je ne suis pas d'accord que vous me discriminiez parce que je suis un arabe, qu'on puisse dire mais je ne suis pas d'accord que vous discriminiez quelqu'un parce qu'il a une mobilité réduite. C'est le même combat, c'est la même disposition. C'est pas les arabes contre la société puis les handicapés, on verra après, raison pour laquelle le témoignage il est important. Il est tellement important que c'est ça qu'on doit développer. C'est toutes les discriminations sont inacceptables. Et que de ce point de vue-là, ceux qui ont une mobilité réduite, le fait que par exemple quand vous prenez des métros, quand vous prenez des transports publics, on a même oublié qu'il y a des gens qui avaient une mobilité réduite. On ne sait même pas ce que ça veut dire, parce que finalement dans notre société, quand tu es utile et que tu apportes de l'argent, on te donne. Quand tu deviens un poids, eh ben tu gênes. Le gênant, mais c'est vrai, le caractère gênant du vieux et le caractère gênant de celui qui a une mobilité réduite. Quand nous, on aura mis dans notre tête que finalement c'est la même logique qui tient le système, c'est le système de l'efficacité du rendement et de l'économie. On veut de l'argent, de l'efficacité, tous ceux qui gênent sortez. Mais on ne veut pas vous voir, on ne veut pas voir l'handicap. Moi, j'étais comme enseignant au secondaire, où il a fallu se battre avec certains enseignants pour dire mais il est normal qu'on donne une place aux élèves qui ont une mobilité réduite dans la classe. Il faut que les gens, soi-disant normaux, ils voient ça. De la même façon qu'il faut qu'ils voient dans la différence culturelle. Si on n'a pas compris ça, on est vraiment dans la division. Alors c'est très facile de diviser ceux qui se sentent discriminés parce que le problème de la victime, c'est toujours de penser qu'il est victime tout seul. La question du sujet, c'est toujours de comprendre qu'il est sujet avec d'autres. Le sujet établit les alliances de la résistance, la victime, l'isolement de sa défensive. C'est ça qu'il faut aussi déterminer comme une stratégie. J'aimerais vraiment qu'on entende ces voix qui se sont exprimées comme des témoignages. Et puis aussi, et je termine là-dessus parce qu'on va en parler tout à l'heure, de ce qui se passe dans le... Vous savez, il ne faut pas avoir une vie courte et nationale. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde arabe, là maintenant on parle de la Tunisie. Vous savez, à un moment donné, la voix de ceux qui ont été historiquement discriminés, qui disent on veut la liberté, on veut la dignité, quand nous on saura localement dire la voix internationale de tous les opprimés, de tous ceux qui veulent la dignité, de dire que finalement vous avez vu, les Tunisiens ils veulent la même chose que les Belges. Ils veulent exactement la même chose, ils veulent être dignement et ils veulent être respectés. C'est la même logique de la discrimination. Parce que j'ai entendu chez certains journalistes sur le Moyen-Orient des propos qui sont pas loin du racisme que j'entends au point local. C'est la même logique, un racisme international qui se traite. Donc c'est à nous aussi de déconstruire tout ça. Je pense que ces alliances-là, locales, transversales, internationales, sont une des voies de libération. Merci. Alors encore quelques instants de patience, nous avons un sujet très important qui s'est passé
Et donc j'invite Zahra du GAMS à se présenter sur l'estrade. Donc le 6 février dernier, c'était la journée internationale des MGF, en abréviation, c'est de mutilation génitale féminine. Alors c'est toute la dimension de l'excision, puis la réalité sur le terrain. Alors European Muslim Network a également participé par l'intermédiaire de sa directrice générale en la personne de Malika Hamidi, où elle est intervenue. Et nous avions le devoir de laisser également la parole à Zahra qui représente le GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations génitales féminines, excusez-moi. Et donc je laisse la parole pendant 5 d'autres minutes, parce qu'ils ont faim. Se reposer, bien entendu. Bonsoir. Voilà, moi je représente le GAMS, je travaille en tant que... Patience, s'il vous plaît. J'accueille et alors je suis les femmes mutilées qui ont subi une excision. Donc c'est une ablation des organes génitaux externes de la femme. On a un siège à Saint-Josse. Ces femmes, la plupart, sont excisées au nom de l'islam. Donc, les imams de leur ville ou de leur village prêchent l'excision lors de leur conférence. Et chaque femme est persuadée que si elle n'est pas excisée, elle ne trouvera pas un mari, elle ne pourra pas être pieuse, elle ne pourra pas faire ses ablutions parce que voilà, pour elle, elle est impure, sale. Donc en enlevant plutôt le clitoris de la femme, en refermant ses petites lèvres ou ses grandes lèvres, voilà, c'est une preuve de virginité et de vertu. On avait invité le 4 février, qui est la journée internationale des mutilations sexuelles, Malika, qui est membre qui est la directrice de l'European Network Muslim, parce qu'on avait un panel où il y avait des représentants de différents religions. Donc il y avait un laïc, il y avait un prêtre qui parlait de la place de l'excision dans la religion chrétienne, et il y avait Malika. L'excision n'est pas simplement faite que par les musulmans, malgré qu'on fasse souvent le lien entre excision et islam. Donc voilà, c'était pour dire qu'aucune religion n'impose qu'on fasse une telle atrocité aux femmes et aux petites filles. Donc voilà. Voilà, je vous remercie. Je la remercie infiniment. Traverser à Saint-Josse, le numéro. Donc le stand est également à votre disponibilité pour pouvoir poser les questions et vous engager. Il y a toujours une demande de bénévolat, etc. Et donc l'intervention de Malika, c'était quels efforts ont déjà été entrepris par les autorités religieuses contre les pratiques des mutilations génitales. C'était également dans le cadre d'un panorama des différentes religions. Alors avant de vous laisser la possibilité d'aller aux différents stands, je vous rappelle qu'il y avait donc l'activité de Islamic Relief le 25 février prochain. Vous avez un stand pour acheter vos billets. Allez-y, soutenez le projet de reconstruction du village au Pakistan. Également un stand chez les fourmis, de scouts musulmans qui rendent leur petit un peu de silence et de respect, s'il vous plaît. Je suis effectivement désolé pour le temps qu'on a dépassé largement, mais je pense que les informations des personnes qui sont venues pour essayer de vous informer sur les différentes activités qu'ils mènent et les combats. Les scouts musulmans sont donc une section de scouts musulmans totalement indépendante et autofinancée par leur propre projet, et notamment le projet phare qui est la vente de calendriers au prix de 5 €. Alors vous avez également des ventes de livres du professeur Tarek Ramadan. Alors il y en a 3 qui sont vendus à des prix exceptionnels par rapport à la soirée d'aujourd'hui. C'est L'autre en nous. Donc pour une philosophie du pluralisme, il est en vente à 10 €. Vous avez également, par rapport à la deuxième partie de la soirée, ce livre qui est connu, mais qui est vraiment un livre de référence et d'actualité, puisque nous célébrons durant ce mois la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
la date de la célébration, c'était mardi passé. Et donc c'est ce livre, Mohammed, vie du prophète, des enseignements spirituels et contemporains, en vente au prix de 5 €. Vous avez le livre Mon intime conviction, qui est sorti en livre de poche, qui est également en vente au prix de 5 € pour la soirée d'aujourd'hui. Alors, tous ces livres ont la possibilité d'être dédicacés par le professeur Tarek Ramadan pour ceux et celles qui le veulent après la deuxième partie de la soirée. Et également, je vous renvoie par rapport à l'intervention du professeur Fobles au rapport des assises de l'interculturalité, moi personnellement je l'ai téléchargé, donc il est téléchargeable en tapant sur le moteur de recherche, rapport final des assises de l'interculturalité 2010. Alors, au nom de European Muslim Network et de son président, la personne de Tarek Ramadan, nous allons offrir également donc, un petit livre à Madame Fobles pour sa gentillesse et toute vraiment sa modestie par rapport à la façon dont on a entretenu le courrier. Tout comme moi personnellement, je vous remercie infiniment pour votre générosité. Voilà.